Les banques se pensaient bien à l'abri. Les Facebook de ce monde pensaient continuer à utiliser vos données pour faire leur petit business bien tranquillement. Les gros dépôts de données pensaient garder la mainmise sur vos informations. Les profiteurs du système démocratique se sentaient bien protégés en ne vous demandant votre avis qu'une fois tous les 4 ans. Certaines de ces personnes qui pensent contrôler votre vie en appuyant sur un bouton ont du souci à se faire. Elles ont du souci à se faire, mais pas vous, parce que vous êtes entré dans la Jack Machine. Chaque fois qu'on trouve un moyen d'appliquer ce concept, il révolutionne le monde. Il le rend plus fort, plus résilient, plus responsable. Il est plus simple que ce que vous pensez et vous l'utilisez d'ailleurs tous les jours sans vous en rendre compte. La décentralisation. Ce n'est pas pour rien que ce concept est même présent dans l'article 1 de la Constitution française. Comme la blockchain que nous avons vu dans une précédente vidéo, le concept de décentralisation est incroyablement simple à comprendre, mais incroyablement puissant. Prenons 2 exemples que vous utilisez tous les jours. Le premier exemple est le réseau routier. C'est l'exemple le plus simple. Le réseau routier est constitué de routes, de fragments de segments qui relient tous les endroits les uns avec les autres. C'est une première image du réseau décentralisé. Si une route est bloquée, si une route est détruite ou si une route est en mauvais état, il y a toujours moyen de passer par une autre route. C'est une autre route qui prendra en charge votre capacité à vous déplacer d'un point A à un point B. De plus, différents paliers de gouvernement sont chargés de s'occuper du réseau routier. Un palier de gouvernement va s'occuper des infrastructures plus imposantes, comme les ponts et les tunnels, et un autre palier du gouvernement va s'occuper des routes plus proches de vous, ça pourrait être les régions ou les départements. Ainsi, chaque segment du réseau routier va être supporté par des paliers à différents niveaux, ce qui permettra à une route d'être toujours viable. Si on ne peut pas passer par l'une, on passera par l'autre, et si un palier de gouvernement fait défaut, il y en aura toujours un autre qui sera capable de suppléer au problème. Ceci rend le réseau routier très résilient et très résistant. Mais les routes, ce n'est pas qu'un bout d'asphalte qui vous emmène d'un point A à un point B. Déjà, il y a plus de 2000 ans, à l'époque romaine, on avait compris que les routes étaient essentielles pour garder l'unité du pays. Effectivement, les routes permettaient de diffuser la culture, puisque depuis Rome, on était capable de faire rayonner cette culture à divers endroits du territoire. Les routes permettaient aussi une cohérence administrative, puisqu'on pouvait exporter notre savoir-faire administratif et rendre du coup le tout cohérent. Quelque part, une expérience utilisateur romaine cohérente en tout point du territoire. C'était aussi le commerce qui permet une stabilité du pays en permettant les échanges, une stabilité économique, afin de ne laisser aucune région orpheline. Enfin, la construction ingénieuse des routes qui étaient drainées et très bien construites a permis aux Romains de garder à flot un système de routes, donc un système décentralisé pendant des centaines d'années. Leurs routes ont même survécu à leur chute. D'ailleurs, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, il existe encore des routes modernes qui suivent le tracé des routes romaines. Vous l'avez compris, les routes sont plus que des routes. Ce réseau décentralisé supporte littéralement notre façon de vivre. Ce réseau décentralisé romain s'est vu ajouter un certain nombre d'autres routes, routes maritimes, routes ferroviaires, routes aériennes,
Mais le concept est resté le même et il a supporté et développé notre civilisation jusqu'au XXe siècle. Car au XXe siècle, un nouveau type de réseau décentralisé est arrivé dans nos vies. Et ça a tout changé. Au début des années 70, la défense américaine a créé le réseau ARPANET. ARPANET était conçu pour que des ordinateurs à divers endroits du globe puissent continuer à dialoguer entre eux, même en cas d'attaque nucléaire. On prend les mêmes et on recommence. Pour ce faire, on a créé une sorte de réseau qui sont exactement comme les routes romaines de l'époque, à savoir que si une partie du réseau devait faire défaut, si une route reliant un ordinateur à un autre devait faire défaut, c'est une autre route qui pouvait prendre le relais. C'est ce qui fait que des parties, par exemple, de cette vidéo peuvent très bien venir de n'importe quelle partie de la planète en utilisant des routes toutes différentes que votre ordinateur va être chargé de remettre en place, comme dans un puzzle. C'est notre Internet actuel et ce fut une révolution. D'abord, au niveau de l'information, car tout le monde a eu quasi immédiatement accès à de l'information qui avant nécessitait beaucoup plus d'énergie à acquérir. Mais lorsque ce premier réseau décentralisé s'est allié avec un second réseau qui était le réseau routier, ce fut une explosion. On a alors vu naître les Amazones de ce monde, les AliExpress, les Marketplace. Ainsi donc, l'intégralité des biens de toute la planète s'est mise à la portée de tout à chacun. Le monde, aujourd'hui, n'est plus le même grâce à la synergie de ces deux réseaux décentralisés, le réseau Internet et le réseau routier. Vous l'avez compris, chaque fois qu'on ajoute un système décentralisé quelque part, tout le monde y gagne. Et lorsqu'on fait agir en symbiose différents systèmes décentralisés, alors l'impact sur nos vies est exponentiel. La valeur, qu'elle soit intellectuelle, monétaire ou matérielle, devient accessible à tout à chacun depuis n'importe où sur la planète. La libération est immédiate et se fait à très grande échelle. Mais le meilleur reste à venir. On peut rendre le concept décentralisé encore plus puissant. On avait les routes et l'Internet qu'on a fait agir en symbiose. Ajoutons un troisième élément. Maintenant que vous savez ce qu'est un réseau décentralisé, à savoir un réseau interconnecté dont la responsabilité est partagée, donc sans réel pouvoir central, nous allons pouvoir y ajouter notre ingrédient secret, la blockchain. Souvenez-vous de la vidéo sur la blockchain. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez y jeter un coup d'œil, je vais rajouter le lien dans la description ou au-dessus de cette vidéo. Nous avions vu que notre producteur de café, afin de gagner la confiance des utilisateurs, avait inscrit le parcours de ses produits au travers sa chaîne de production dans une blockchain, rendant de ce fait l'information sécurisée et infalsifiable. Mais si le producteur dispose d'énormément de moyens, et si la façon de faire la peinture de son train, de sa blockchain est facile, il pourrait quand même trouver un moyen de falsifier les données. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, nous allons appliquer le concept de décentralisation à notre blockchain. Comment ça marche? En fait, nous allons créer un réseau de personnes que nous appellerons les ouvriers de la blockchain. Ces personnes, ces ouvriers, sont volontaires, ça pourrait même être vous, et ils mettent à disposition du réseau, à disposition des membres, leur puissance de calcul pour différentes opérations.
Par exemple, certains de ces ouvriers vont être chargés uniquement de peindre les wagons avec la peinture spéciale, alors que d'autres ouvriers vont être spécialisés dans la vérification de chaque wagon pour voir si les règles sont bien suivies et si on peut accrocher le wagon au reste du train. Rendu là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler un ouvrier pour mettre vos données sur la blockchain. C'est un peu comme appeler un Uber ou se faire livrer une pizza. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire « Hey, j'ai des données à mettre sur la blockchain. » Et là, quelqu'un va passer, prendre vos données, puis dire « Ok, je m'en occupe. » Puis il va créer le wagon, mettre les données dedans. Il va d'ailleurs aussi prendre des données d'autres personnes, histoire de bien remplir le wagon. C'est lui qui prendra en charge la peinture. Il va l'envoyer à d'autres ouvriers qui vont, eux, être chargés de bien vérifier que le wagon est correctement chargé, que la peinture est bien cohérente avec le contenu, comme ce que nous avons vu dans la dernière vidéo. Et ils vont accrocher le wagon à la blockchain. Vous ne vous occupez plus de rien. Alors, tous ces ouvriers, pour rappel, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça peut être votre voisin, ça peut être n'importe qui souhaite participer à l'effort collectif. Donc, chaque ouvrier est dans un club. Ce club suit des règles strictes. La première règle du club est chaque ouvrier doit avoir sa copie du train. Ainsi, il n'existe plus un seul train, mais plusieurs copies qui sont exactement identiques et dynamiques. Si j'ajoute un wagon à un train, automatiquement tous les autres trains se voient un wagon ajouté. La même peinture est sur les trains partout, la même peinture est sur chaque wagon, les trains sont absolument identiques et tout ça se passe dynamiquement. Chaque ouvrier a donc un train sous sa responsabilité. La deuxième règle du club est que chaque modification sur une copie du train doit être approuvée, pas par un, pas par deux, pas par trois, mais par l'ensemble des ouvriers. Et il peut y en avoir des milliers. Ainsi, si moi, ouvrier, je dispose d'un train et que je veux changer quelque chose sur ce train, et donc automatiquement changer toutes les copies qui existent de ce train, il va falloir que tous les autres ouvriers soient d'accord avec ça. Sinon, il me sera impossible d'appliquer un changement sur mon train. Même pas d'ajouter un wagon ou de changer de la peinture. La troisième règle est que les ouvriers qui sont chargés de peindre les wagons sont récompensés pour ce travail, quel que soit ce travail. En effet, si vous vous souvenez, peindre un wagon en fonction du contenu du wagon est un travail qui peut demander beaucoup de ressources. En fait, énormément de ressources, peu importe le type de ressources, que ce soit du travail, que ce soit financier. Ainsi, comme les ouvriers qui peignent les trains vont donner de leur personne, ils sont récompensés pour ce travail. La quatrième règle est que n'importe qui doit pouvoir vérifier ce qu'il y a dans le wagon pour voir si la peinture correspond bien au contenu. Ce qui rend le contenu du wagon accessible à tous, et donc quelque part le wagon est presque transparent. Car effectivement, les autres ouvriers, pour valider une modification, doivent pouvoir contrôler et donc voir ce que l'ouvrier qui a peint le wagon a fait. N'oubliez pas, c'est un consensus, tout le monde doit être d'accord pour qu'une modification ait lieu sur notre train. Ainsi donc, tout ce que vous mettrez dans les wagons est accessible par absolument tout le monde, par les ouvriers, mais aussi par le simple badaud qui passe et qui regarde le train et qui pourrait se dire « Tiens, et si je regarderais dans ce wagon ?» C'est cette notion de transparence qui permet la validation. Mais elle a aussi un impact extrêmement important sur vos données personnelles. Car une fois que vous mettez quelque chose dans le train, qui est notre blockchain, cette donnée ne peut plus jamais être supprimée ou modifiée.
Vous avez plutôt intérêt à réfléchir et à faire attention à ce que vous faites lorsque vous mettrez une donnée sur cette blockchain, dans ce train, dans ce wagon. Ainsi, quand vous soumettez vos données sur la blockchain, tout un réseau d'ordinateurs va être chargé d'empacter vos données, de faire le wagon, de peindre ce wagon, de l'ajouter au wagon. Toute une autre partie d'ordinateurs, des milliers en fait, vont vérifier que cette transaction, cette action qui a été menée sur la blockchain, et donc qui va impacter toutes les autres copies, est légitime. Ainsi donc, vous comprenez que si une malversation, une forfaiture devait être commise sur la blockchain, elle serait détectée instantanément par tout le reste du réseau. Ainsi, la probabilité de pouvoir falsifier votre blockchain demande tellement d'énergie que ça ne pourrait être qu'à la portée d'un État. Et même là, si un État devait modifier une copie du train, il existe tellement d'autres copies que le réseau pourrait être remis en marche à la seconde même où on l'a arrêté. Le réseau devient extrêmement fiable, le réseau de train devient infalsifiable, notre réseau du rail est implanté et il est là pour durer. Et plus il y aura de personnes impliquées, plus le réseau sera implanté pour longtemps. Voilà pourquoi dans notre vidéo précédente sur la blockchain, si une entreprise devait utiliser une blockchain publique, c'est-à-dire gérée par tout cet ensemble d'ouvriers, on serait certain que la donnée qui est inscrite dessus est infalsifiable et non falsifiée. Vous savez donc maintenant ce qu'est la décentralisation et comment la blockchain l'utilise pour rendre le concept encore plus puissant. Des milliers d'ouvriers, qui ne sont que des ordinateurs, sont à votre disposition pour créer la peinture, ajouter des wagons et être récompensés pour valider que la blockchain est bien intègre au niveau de tout le réseau. Notre train est donc, cette fois-ci, réellement infalsifiable. Vous avez donc compris qu'une blockchain à laquelle on peut faire confiance est infalsifiable, mais surtout publique. Ça signifie que si une chose est validée, elle ne peut pas être invalidée. Si une chose est inscrite, elle ne peut pas être désinscrite. Et si elle est publique, elle ne pourra plus jamais être privée. Ceci a un impact direct sur votre vie privée et la façon dont vous allez utiliser la blockchain. Quelque part, c'est une bonne entrée en matière pour notre entrée dans le 22e siècle, car la responsabilité individuelle globalisée sera le défi du monde qui vient.